Je vous propose de pouvoir enchaîner avec tout de suite, on se lance dans la présentation d'aujourd'hui. Comme je vous mentionnais en introduction, là, c'est vraiment identifier les barrières d'accès aux services de procréation médicalement assistée. Ça a été vraiment notre intérêt comme équipe de pouvoir mettre en lumière, de pouvoir documenter pour mieux comprendre également les réalités vécues à travers vraiment les besoins des communautés LGBTQ+ concernées. Ce que je vous propose comme plan de match, en fait, comme contenu qu'on vous a préparé aujourd'hui, ça va être assez standard. Je vais d'abord, moi, prendre un petit moment pour vous mettre en contexte le projet dans lequel, le contexte québécois dans lequel on s'inscrit. Ensuite, brièvement, je vais vous mentionner quelques mots sur le projet Accès. Donc, notre présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de ce projet-là, l'objectif de l'étude, puis ensuite, je vais laisser la parole à ma collègue Claudia qui va vous présenter la méthodologie de l'enquête, les profils des personnes participantes qui ont été rencontrées dans le cadre du projet, quelques résultats principaux, puis c'est à ce moment-là également que Stéphanie va prendre la parole à certains moments clés pour pouvoir vous partager également quelques tranches de vie, son point de vue sur la question, son expérience à travers le processus de procréation médicalement assistée. Et si le temps le permet, on va conclure avec quelques pistes de pratiques inclusives qui émanent d'une recension des écrits, mais également des résultats de la recherche, donc dans une perspective de mobilisation des connaissances. On vous propose quelque chose là, pour lequel on peut se mettre en action pour peut-être faciliter la trajectoire de soins en procréation médicalement assistée pour les personnes LGBTQ+, mais également plus largement pour les personnes qui ont recours à ces soins-là. Et en conclusion, donc quelques pistes, là, les retombées du projet, là, je vais vous donner quelques informations par rapport à ça. Faire famille à l'aide de la procréation médicalement assistée, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu ou reconnu. Maintenant, on est exposé à certains modèles également. Il y a des personnes qui ont pris la parole pour expliquer, témoigner de leur parcours en procréation médicalement assistée dernièrement, dans les dernières années. En ce qui concerne les personnes LGBTQ+, ça s'inscrit en fait dans deux choses, en fait, qu'on pourrait repérer parce que plusieurs vont se tourner vers les cliniques de fertilité pour réaliser leur projet parental. Il y a une plus grande reconnaissance des parentalités LGBTQ+, aussi, avec, par exemple, depuis 2002, la reconnaissance légale des familles homoparentales, puis aussi plus récemment aussi la reconnaissance de la parentalité des personnes trans aussi, le changement de mention sur l'acte de naissance, par exemple, les marqueurs de genre, le rôle parental également de parent maintenant qui est une possibilité en droit québécois. Donc ça participe en fait à une plus grande pluralisation des modèles familiaux, mais également de leur reconnaissance sur le plan social et légal au Québec. Autre chose également qui contribue au fait que maintenant on en parle davantage, puis c'est quelque chose sur lequel on se penche, c'est également le programme de procréation assistée québécois qui propose en fait une couverture publique de la procréation médicalement assistée depuis 2021. Il y a eu des différentes moutures de ce programme-là à travers les années, puis maintenant il y a une certaine couverture de certains services qui est offerte à l'échelle provinciale pour les personnes qui sont admissibles. Ce qui fait en sorte que ça démocratise les soins en procréation médicalement assistée, puis maintenant une plus grande reconnaissance légale et sociale des parentalités LGBTQ+, fait en sorte qu'on se tourne vers cette trajectoire-là. Ce qui nous interpelle ici, en fait, puis le point de départ du projet également, ça a été de pouvoir documenter à l'échelle internationale qu'est-ce qu'on sait sur les facteurs d'influence du parcours de soins et plus spécifiquement également les obstacles qui ponctuent les parcours des personnes directement concernées qui sont issues de la diversité sexuelle et de genre. Il y a des obstacles, en fait, qui concernent toutes les personnes sans égard à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Par exemple, les délais d'attente pour avoir accès à des soins, à pouvoir rencontrer l'équipe médicale, l'équipe thérapeutique. Il y a également, selon, puis ça c'est très variable d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre également, mais les coûts, parfois qui sont très élevés pour avoir accès à des soins, pour pouvoir faire certains tests, faire certaines prises d'hormones. Bref, il y a différentes choses qui sont plus ou moins couvertes dans les régimes à l'échelle internationale. Il y a également la complexité des démarches. Ce n'est pas toujours facile, évident de naviguer dans un système de soins lorsque plusieurs intermédiaires, plusieurs interlocuteurs, interlocutrices, plusieurs professionnels qui sont impliqués dans la trame. Et donc, avoir la bonne information, parfois ça peut varier également selon la professionnelle qui nous interpelle, avec quel type d'information, est-ce que c'est accessible, vulgarisé. Bref, il y a différents enjeux qui concernent toute la patientèle, comme je le mentionnais, sans égard à l'orientation ou l'identité de genre. La littérature également montre que certains enjeux spécifiques aux personnes LGBTQ+, qui s'inscrivent en fait dans le système hétéro-cis normatif.
C'est-à-dire, en fait, c'est un système normatif qui montre que ben, la binarité de genre homme, femme, père, mère est très forte encore aujourd'hui et ça rejaillit sur beaucoup de choses, en fait, notamment les services de procréation médicalement assistée, comment les protocoles vont être instaurés. On va se référer au modèle de base qui est en fait le couple hétérosexuel vivant de l'infertilité. Il y a également les représentations auxquelles on est exposé. On a accès à certains modèles, les images, l'information qui sont accessibles sur les sites web, par exemple, les dépliants, l'information. Est-ce que ça correspond aux réalités LGBT? Pas toujours que certains constats qui émanent de la littérature montrent, en fait, pointent en mentionnant qu'il y a certaines formes d'invisibilité également ou de services qui sont plus ou moins adaptés. Et tout ça, en fait, s'inscrit dans ce système-là hétérocisnormatif qui pose la norme hétérosexuel du couple binaire homme-femme, de personnes cisgenres comme étant la norme, le référent sur lequel on se base pour structurer les systèmes de soins. En ayant tout ça en tête comme constat également, puis comme contexte social, à travers également le certain pas de recul qu'on peut poser sur les familles homoparentales depuis leur reconnaissance en 2002, comme j'ai mentionné, on s'est questionné à savoir en fait quelles sont les réalités puis les enjeux spécifiques au contexte québécois. Dans un contexte, en fait, que le Québec a été précurseur dans la reconnaissance légale des familles homoparentales, puis là, plus récemment également avec les droits des personnes trans et non-binaires, on se questionnait, qu'en est-il du contexte québécois dans le domaine de la PMA? Donc, on a voulu creuser la question, pouvoir échanger sur cette question-là, ce qui nous a amené à déployer, à développer un projet qu'on a intitulé Accès pour l'accès, en fait, aux services aux soins de PMA. C'est une recherche qualitative menée en partenariat qui est en fait un croisement d'expertise. Une expertise terrain qui est en fait qui est représentée par la Coalition des familles LGBT+, un organisme provincial qui est basé à Montréal, qui est en fait pour la défense des droits des familles issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Différents services qui sont offerts, des ateliers entre autres pour les futurs parents, pour pouvoir les outiller sur les différentes trajectoires pour réaliser un projet parental. Par exemple, également des ateliers de sensibilisation, d'éducation en milieu de pratique également des informations également qui peuvent être offertes aux personnes qui se questionnent sur leurs différents projets pour fonder une famille. Donc, une expertise terrain communautaire ancrée dans les communautés concernées. Il y a également une expertise scientifique représentée par les chercheurs, chercheuses, Claudia et moi, donc de l'Université Laval, l'Université du Québec en Outaouais aussi, avec Isabelle Côté, qui n'est pas présente aujourd'hui, qu'on salue, mais qui est la chercheuse responsable, qui est la titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la procréation assistée pour autrui et les liens familiaux, basée à l'UQO. Puis mon centre de recherche, le centre Jeffard, Jeunes, Familles et Réponses sociales, basé à l'Université Laval. Et finalement, une expertise expérientielle. C'était important également pour nous, dans le maillage des différentes expertises, de reconnaître également l'ancrage puis l'importance accordée aux personnes directement concernées par les trajectoires de soins en PMA. Donc, on s'est doté dans le cadre du projet, dès les premiers balbutiements du projet, d'un comité d'encadrement qui réunit des personnes concernées, une demi-douzaine de personnes qui avaient des choses à nous dire, à éclairer également pour bien penser les questions de recherche, les objectifs, les outils de collecte de données, on les a réfléchis ensemble, penser également l'analyse des données, puis pouvoir également penser plus largement la mobilisation des connaissances, comment on se tourne vers l'action pour favoriser l'inclusion puis le bien-être de toutes les familles au Québec. Je terminerai là-dessus pour mentionner également puis reconnaître le soutien financier du Secrétariat à la condition féminine du Québec qui a permis la réalisation du projet. Donc, je vous ai parlé un peu du croisement, le maillage de différentes expertises, puis juste simplement vous poser l'objectif principal de l'étude, qui était de documenter les expériences des personnes LGBTQ+, ayant eu recours à la procréation médicalement assistée au Québec. Puis ce qu'on voulait, en fait, c'est de pouvoir documenter, mettre en lumière trois choses: les obstacles rencontrés dans leur parcours de soins, les facteurs qui ont facilité également la réalisation de leur projet, puis également les stratégies qu'ils ont déployées pour adapter aux différentes formes d'adversité, également les défis rencontrés. Moi, pour l'instant, je m'arrête là-dessus. Je vais passer la parole à ma collègue Claudia qui va vous présenter la méthode, puis également les différents résultats par la suite. Puis également, il y a Stéphanie qui va pouvoir ajouter son grain de sel par la suite. Merci, Kevin. Donc, on enchaîne avec la méthode. Donc, pour mener à bien ce projet-là, on a voulu aller chercher des personnes qui avaient passé à travers le processus de PMA, donc des personnes
On utilise LGBTQ+ en général, mais en fait, dans le cadre de ce projet-là, on cherchait plus précisément des personnes qui avaient, en fait, à la base, des personnes qui pouvaient porter un enfant. Donc, les critères qu'on avait, c'est d'être une femme lesbienne, bisexuelle, pansexuelle ou une personne queer, trans, non-binaire, d'avoir une expérience récente de PMA au Québec. On ciblait, bon, dans les 5 dernières années, étant donné parce qu'il y avait eu différents changements dans les dernières années, donc on voulait une expérience récente. Évidemment, avoir 18 ans et plus et de pouvoir s'exprimer verbalement en français ou en anglais. Donc, vous voyez ici là, la fiche de recrutement qu'on avait utilisée. Euh, Peut-être que les gens qui vont voir en détail qu'est-ce qu'il y a sur la fiche, peut-être que vous avez vu qu'il y avait quelque chose en lien avec la recherche de donneurs de sperme sur les réseaux sociaux numériques. C'est qu'il y a eu une autre partie de ce projet-là qui a finalement été scindée, en fait. Donc, pour le cadre de ce qu'on présente ici aujourd'hui, on y va avec le premier critère là, qui était vraiment d'avoir une expérience en lien avec la PMA. Et cette affiche de recrutement-là a été diffusée surtout à partir de groupes Facebook, donc des groupes de parentalité LGBTQ+, surtout, et avec différents partenaires, donc évidemment la coalition des familles LGBTQ+, la chaire de recherche sur la diversité sexuelle, la pluralité des genres, l'équipe de recherche, etc. Ce qu'on a fait, c'est des entrevues semi-dirigées. C'est des entrevues soit individuelles ou en couple lorsque les deux parents voulaient participer. Donc, c'était selon leurs préférences. C'était soit en personne ou par visioconférence, surtout pour les entrevues qui étaient dans les régions du Québec autres que où est-ce que l'équipe de recherche était située. Les thèmes abordés, c'était d'abord le parcours de PMA en tant que personne LGBTQ+, donc tout simplement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça a été vécu, la satisfaction à l'égard des services qui ont été reçus, les autres avenues qui ont été explorées pour fonder une famille, donc que ce soit l'adoption, que ce soit le recours à un donneur de sperme dans l'entourage ou encore chercher un donneur de sperme sur les réseaux sociaux, les obstacles, évidemment, les éléments facilitants, les stratégies d'adaptation que ces personnes-là ont déployées à travers leur parcours et les recommandations, pardon, qu'elles avaient à la fois pour aider les personnes concernées, donc qui sont dans la même situation, ou encore pour améliorer l'accès à la PMA de façon plus générale. Pour l'analyse des données, donc ce qu'on a fait, bien évidemment, on a bien écouté les entrevues, on les a transcrites intégralement. Dans un premier temps, ce qu'on voulait avoir, c'était une vue d'ensemble des parcours des différentes personnes. Donc, on a fait une fiche synthèse et aussi une chronologie des démarches expérimentées. Donc, on a fait ça pour chaque famille. Ici, je vous ai mis un exemple de fiche de chronologie des démarches qu'on avait faites. Donc, ça, c'est un exemple d'un couple de parents qui avait eu recours à la fois à la PMA et qui avait cherché un donneur de sperme en ligne. Donc, ça permettait de voir à chaque moment, à chaque mois, à chaque année, quelle démarche était effectuée en parallèle ou en même temps que d'autres démarches. Et ça permettait de voir la trajectoire comme de façon globale. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a faite. Dans un deuxième temps, on a fait une analyse thématique assez classique, donc c'est-à-dire qu'on passait à travers les entrevues et on voulait relever les différents facteurs qui influençaient leur expérience et aussi les recommandations qu'elles avaient. Donc, on a fait ça avec le logiciel NVivo, tout simplement. Les personnes qu'on a rencontrées, qu'on a recrutées, au final, on a eu 13 familles, donc ce qui faisait 24 personnes participantes en tout. On a eu une majorité de couples de femmes cisgenres, donc 8. 3 qui étaient des couples avec une femme cisgenre et aussi une personne d'un autre genre. Et parmi ces personnes-là, on avait une femme queer, une femme en questionnement sur son identité de genre et aussi un homme trans. Et on avait également 2 mères solo. Et c'était une femme cis et une personne genderqueer, les deux qui s'identifiaient au féminin. Donc, pour ça qu'on a mis mère solo et non parent solo. Voilà, prochaine. Donc, c'était des personnes, pardon, âgées entre 29 et 53 ans pour une moyenne de 36 ans. La majorité avait une orientation sexuelle lesbienne. Donc, la majorité, c'est des couples de femmes lesbiennes, mais on avait également des personnes bisexuelles, pansexuelles, queer ou qui ne voulaient pas utiliser d'étiquette précise pour définir leur orientation sexuelle. Côté origine ethnoculturelle, on avait une majorité de personnes québécoises blanches, mais on avait aussi quand même une certaine diversité. Donc, on avait une personne autochtone, on avait quelques personnes de l'Amérique latine et de l'Europe, une personne de l'Afrique et une personne de l'Asie. Euh, la moitié des personnes recrutées habitaient Montréal et les environs, donc la Montérégie.
Et l'autre moitié était dispersée dans d'autres régions du Québec, donc principalement l'Outaouais, la région de Québec, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, l'Estrie également. Côté scolarité, donc c'était un échantillon qui était quand même scolarisé. Donc la majorité avait un diplôme d'études collégiales ou encore de premier cycle universitaire. Et il y en avait un tiers de l'échantillon qui avait quand même un diplôme de deuxième, voire de troisième cycle universitaire. Et il y avait une seule personne qui avait déclaré une situation de handicap qui était un trouble bipolaire. Donc maintenant, on y va avec les résultats. Donc, ce qui est ressorti d'emblée quand on a regardé les différents parcours qu'on avait, c'est que ça se scindait en deux parcours vraiment différents. Donc, d'un côté, il y avait les gens qui avaient eu recours uniquement à la PMA pour concevoir leur enfant. Et d'un autre côté, il y avait les personnes qui avaient eu recours à la PMA, mais en parallèle aussi avec d'autres méthodes. Donc, un peu comme tout à l'heure, je vous ai présenté là, la fiche, on voyait que la personne avait eu recours aussi à la recherche de donneurs de sperme en ligne. Donc, il y a eu cette méthode-là aussi qui a été utilisée. Il y a le fait de recourir à un donneur de l'entourage, se tourner vers l'adoption. Donc, soit les gens allaient uniquement en PMA, c'était surtout des gens qui étaient, en fait, c'était pas surtout, c'était uniquement des gens qui habitaient Montréal et les environs, où est-ce qu'il y a plus de cliniques de fertilité. C'était des gens qui avaient un statut socio-économique plus élevé. Donc, toutes les personnes dans ce groupe-là avaient un revenu personnel de plus de 50 000 $. Pour le deuxième groupe, donc les personnes qui ont utilisé d'autres méthodes en parallèle à la PMA, elles étaient situées dans les autres régions du Québec, donc pas à Montréal et les environs, et leur statut socio-économique était globalement moins élevé. On enchaîne maintenant avec les obstacles généraux qui ont été relevés par les personnes rencontrées. Donc, d'emblée, plusieurs vont parler d'obstacles. Je dis obstacles généraux dans le sens que c'est des obstacles, comme Kevin avait mentionné en introduction, c'est des obstacles qui concernent toutes les personnes qui passent par les services de procréation médicalement assistée. Donc, les coûts, c'est-à-dire que même s'il y a certains coûts qui sont remboursés, il faut quand même débourser de l'argent. Ce n'est pas tout qui est remboursé non plus. Il y a des délais, les listes d'attente sont longues. Les suivis n'étaient pas toujours faciles. Euh, Plusieurs personnes relevaient que l'information était difficilement accessible, donc c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de c'est quoi les démarches, qu'est-ce qu'il faut faire. S'il y avait une question, c'était pas toujours facile d'aller chercher l'information, savoir qui rejoindre, etc. Et de façon générale, c'est décrit comme quelque chose qui est froid. C'est des démarches qui sont froides. Et évidemment, ça concerne tout le monde, mais ça concerne beaucoup les personnes LGBTQ+, qui sont plus nombreuses à se tourner vers la PMA pour concevoir. Et il y a certaines personnes qui le ressentent vraiment comme une injustice. Donc, on a ici une citation d'un couple qui a consulté. Les personnes disaient, j'ai trouvé ça injuste que nous, on soit obligés de passer par ça. Il n'y a rien de glamour de passer par une clinique, de se faire injecter le sperme de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour avoir des enfants, alors que d'autres peuvent juste faire ça dans le romantisme de leur chambre. Donc, ça fait que ces obstacles généraux-là, ils sont ressentis comme de façon encore plus injuste dans leur situation. Maintenant, on va avec les autres. L'autre barrière, là, on tombe plus dans les barrières qui sont vraiment spécifiques là, aux populations LGBTQ+. Donc, ce qui est ressorti, un peu comme Kevin avait mentionné aussi dans l'introduction en parlant de la littérature, l'hétérocisnormativité, c'est une norme générale dans la société, mais qui se transpose aussi dans les cliniques. Donc, souvent, il y a peu de représentation LGBTQ+, que ce soit sur les affiches, les formulaires qui ne sont pas nécessairement adaptés, etc. Il y a une présomption d'hétérosexualité, donc on prend pour acquis que les gens qui viennent consulter, c'est des couples hétérosexuels qui ont de l'infertilité. Et surtout si les deux partenaires ne viennent pas en même temps. Donc, si c'est juste l'une des deux partenaires qui est présente, ça arrivait encore plus qu'il y avait des présomptions d'hétérosexualité. Il y avait plusieurs cas de mégenrage aussi, c'est-à-dire que les personnes de la clinique n'utilisaient pas le bon genre pour référer à une personne. Des cas de morinommage, donc surtout chez les personnes trans, non-binaires qui avaient choisi un autre prénom, donc des personnes dans la clinique qui utilisaient l'ancien prénom à répétition, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qui pouvaient arriver à plusieurs reprises dans les services. Donc, on a aussi une citation ici c'est un couple d'une femme cisgenre qui était pansexuelle et d'une personne lesbienne en questionnement sur son identité de genre. Ils expriment comment ils ne se sentaient pas bien représentés. Donc, elles disent quand tu appelles à la clinique, ça dit composer le 1 pour des problèmes de fertilité, le 2 pour autre chose. Il n'y a pas d'option pour les couples de même sexe. Donc, tu coches, problème de fertilité. C'est un détail, mais tu te dis, je ne suis pas exactement représenté encore une fois. Le formulaire, c'est conjoint, c'est masculin. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pansexuel,
ils ne le prennent pas. Si tu arrives ici avec une femme, ils prennent pour acquis que c'est deux femmes lesbiennes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça te case à chaque fois, puis moi, ça me rend mal à l'aise. Donc, ça, c'est un exemple en fait, il y a plusieurs exemples dans cette citation-là là, de cas de comment l'hétérocisnormativité s'est faite ressentir dans les services. Donc là, je prendrais un petit break, Stéphanie, si jamais tu avais quelque chose à nous partager en ce sens-là par rapport à l'hétérocisnormativité dans les services. Oui, ben c'est juste pour expliquer un peu le parcours de moi puis ma partenaire un peu au niveau de la PMA. Donc, nous, on a fait affaire avec une clinique dite dans le secteur public, mais c'est tout privé, pas mal. Et puis, nous, on a choisi, on est allé dans un premier, on a fait que affaire donc avec une clinique, donc avec la PMA, on serait comme dans ce groupe-là. Entre autres parce qu'on a, comme la recherche l'a montré, donc on habite à Montréal avec un statut socio-économique élevé. On est allé dans une première direction, plus au niveau de l'examination intra-utérin, puis ça a été très, très, très long, plusieurs essais entre 2019 et 2022, donc ça a pris beaucoup de temps. À travers tout ça, nous, c'est ma partenaire qui souhaitait porter. Et puis, donc, on est allé dans cette première direction-là. Elle était en bout de ligne, elle était vraiment très épuisée, très plus en confiance avec son corps, avec beaucoup, beaucoup d'échecs. Je pense que c'est ça qui arrive à toutes les personnes qui essaient de concevoir et que ça ne fonctionne pas. Et puis, étant dans une clinique, il y avait énormément de tests qui avaient été faits, puis rien n'était concluant. Donc, on a changé pour du in vitro. J'en parlerai un petit peu plus tard, un peu plus cette méthode-là. Là. Mais c'est ça, nous, au niveau de tout ce qui a été les oppressions qu'on a vécues à travers ce processus-là, au niveau de l'hétérocisnormativité, moi, je ne suis pas hétéro puis je ne suis pas cis, donc c'est en plein comme le mot pour décrire un peu mon expérience. Donc, je me suis fait appeler monsieur à peu près à chaque fois que j'allais à la clinique. On assumait que j'étais son amie aussi. Ça, c'était systématiquement. On me refusait dans les salles pour accompagner ma partenaire, pour des tests, pour la consultation. On m'a dit, ah, vous êtes son amie, attendez là. Non, je suis la conjointe. C'est mon projet parental aussi, donc je vais être là. Et puis, il y a parce qu'on traverse toutes ces étapes-là, on voit pas mal le staff, donc ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de rencontrer tout le staff qui comprennent à peu près on est qui, mais c'est tellement des très grosses machines, on se sent un peu comme des numéros, mais je pense que c'est n'importe qui fait affaire aux cliniques. C'est ça, me faire. Ils rentrent ils regardent même pas les patients, ils ouvrent la porte, bonjour, monsieur, madame. Donc, d'assumer directement. Après ça, oh, pardon, madame, madame, c'est encore une erreur parce que moi, je me considère pas comme une madame. Donc, mais après ça, étant donné on a aussi, quand on est des personnes queer, une espèce de trauma intergénérationnel d'oppression puis de se faire retirer des droits. Donc, puis même dans le contexte politique actuel, on est tout le temps en train d'avoir peur de se faire retirer des droits. Puis quand on est dans un projet aussi important et profond, et c'était le centre de notre vie, là, notre projet parental, on est tellement vulnérable. Déjà que pour n'importe qui, quand ça ne fonctionne pas du premier coup, des deux premiers essais, quand ça commence à être très, très, très long, on a tout le stress puis la peur de ne pas être capable de réaliser ce projet parental-là qui était comme l'objectif ultime de nos vies à nous. Donc, on est dans la peur, on est dans la tristesse. Puis là, on se sent assez vulnérable. Donc, il y a plusieurs moments de commentaires, appelons-les homophobes, transphobes, qui, sur le coup, étant donné qu'on est dans une position de vulnérabilité avec notre projet en tête, souvent, on se tait, puis on accepte, puis on encaisse, mais ça fait que ça rend le processus qui est de base difficile encore plus lourd, encore plus difficile. Donc, dans d'autres, c'est toute la partie aussi comme des formulaires qui sont pas adaptés. Ça revient tout le temps. Donc, monsieur, madame, au niveau aussi des tests. Donc, nous, initialement,
On nous a donné 2 pamphlets. Il y avait le pamphlet pour madame, pour ma copine, et il y avait le pamphlet pour monsieur. C'était écrit pour monsieur en haut, et on me jette ça limite sur la table. Allez faire vos tests sans vraiment nous indiquer où dans l'hôpital il faut aller. Donc, déjà, il y a la partie structurelle qui est compliquée à comprendre. Mais là, je reçois le pamphlet pour monsieur, et puis je lis la liste de tests qu'il faut que je fasse. Et puis là-dedans, il y a un spermogramme. J'étais comme, ça va vraiment être mauvais, là, mon résultat. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Là? C'est quoi le... Ah non, là, on raye monsieur, on écrit madame, on raye le spermogramme, il faut que je fasse tous les autres tests quand même. Puis les tests n'étaient pas adaptés. C'était vraiment adapté pour une personne qui s'identifie homme et femme et qui concevoit à travers une clinique, mais c'était pas du tout adapté à notre projet parental, à nos identités. C'est quelque chose qui revient énormément. Donc, des tests inutiles, des tests parce que dans le fond, vu qu'il y a manipulation de matériel biologique entre une personne et une autre, l'hôpital doit se couvrir qu'ils ne peuvent pas transmettre des maladies transmises sexuellement ou d'autres types de maladies, d'infections d'un partenaire à l'autre. Sauf que moi, initialement, dans première partie de notre projet parental, c'était que ma copine qui allait avoir toutes les interventions avec un donneur. Et puis moi, biologiquement, physiquement, je n'étais pas impliquée, mais il fallait quand même que je passe toute la batterie de tests, dont des tests très invasifs, malgré le fait qu'il n'y avait rien, aucun morceau de moi là, qui se transférait. Mais il fallait quand même que je les fasse parce que c'était le protocole rigide. Donc on l'a fait, on s'est tué, on l'a fait parce que c'est ça qu'on voulait faire, on voulait avoir notre enfant. Mais c'est ça. Ça a été vraiment pas facile, vraiment à certains moments déshumanisant. Là. Donc, c'était pas mal, ça. En bout de ligne, on a eu notre enfant, mais, mais c'est ça. Donc, c'était pas mal cette partie-là. Claudia, est-ce que tu avais une autre partie de ce qu'on avait discuté que j'ai pas mentionné? Mais merci Stéphanie. Mais en fait, déjà, tu as commencé à aborder certains éléments qui vont venir ici. Fait que Pardon. je peux présenter cette partie-là, puis si tu as d'autres choses qui te viennent en tête, tu pourras reprendre la parole ensuite. Donc, comme Stéphanie a déjà commencé à aborder, c'est que les protocoles ne sont pas toujours perçus comme étant bien adaptés. Et là, ça dépend des cliniques. Ça dépend toujours des cliniques. Il y a certaines personnes pour qui ça s'était très bien passé, mais il y en a plusieurs qui mentionnaient que les démarches semblaient vraiment passer pour des couples hétéros, cisgenres, qui sont confrontés à l'infertilité. Donc, c'est des protocoles standardisés, comme Stéphanie l'a bien mentionné. La pertinence de certains tests n'est pas toujours bien comprise, puis elle n'est pas toujours bien expliquée non plus aux personnes patientes. Il y a certaines interactions qui finissent par être inappropriées parce que c'est des interactions qui fonctionneraient si on est avec un monsieur, une madame, cisgenre, et ce n'est pas toujours le cas. Il y a le terme infertilité sociale qui est utilisé souvent dans les cliniques pour désigner les personnes qui ne peuvent pas concevoir naturellement, mais pas nécessairement des problèmes, pas nécessairement des personnes qui ont des problèmes d'infertilité physique comme tel, mais deux personnes qui ne peuvent pas concevoir ensemble. Donc, ce terme-là est utilisé et plusieurs personnes critiquent l'utilisation de ce terme-là en disant, ben en fait, on n'a pas vraiment d'infertilité, c'est pas, a priori, on n'est pas des personnes avec de l'infertilité, c'est juste qu'ensemble, on n'est pas capable de concevoir. Il y a des cas aussi où est-ce que les partenaires, lorsque les deux personnes ont un utérus, un système reproducteur féminin, mais elles sont traitées comme interchangeables. Donc, il y a des cas où est-ce que si, par exemple, dans les deux partenaires, bon, ben, c'est la personne A qui a décidé de porter, ben, on va toujours prendre pour acquis que la personne B pourrait également porter. Donc, on veut lui faire les tests également. On peut lui mettre une pression directe ou indirecte à dire, ouais, mais si jamais ça ne marche pas avec la personne A, toi, personne B, tu pourrais porter, ça pourrait marcher, même si la personne B n'a aucune envie de porter. Et chez certaines personnes, notamment trans, non-binaires, qui peuvent ressentir de la dysphorie de genre, mais ça peut venir accentuer une dysphorie de genre qui est déjà là, de se faire inciter à porter un enfant alors que ces personnes-là n'ont aucune envie de porter un enfant. Donc, c'est des éléments qui sont arrivés. On a des citations de personnes ici qui le démontrent bien. Donc, un couple cisgenre lesbien qui nous raconte, c'est arrivé à plusieurs reprises par plusieurs médecins qu'après les inséminations, je me fais dire que je pouvais avoir des relations sexuelles avec mon mari. Je trouvais ça insultant. Ils ne sont pas obligés d'écrire lesbienne s'ils ne veulent pas écrire lesbienne, mais ils peuvent écrire leur maudit terme d'infertilité sociale. En ce moment, la personne à qui je fais une insémination artificielle, pourquoi je lui fais une insémination artificielle? Il me semble que c'est la base. Donc, cette personne-là était concernée du fait que les médecins ne sont pas au courant
pourquoi cette personne-là, je lui fais une insémination artificielle? C'est pas parce qu'elle a un problème d'infertilité, c'est parce que sa partenaire ne produit pas de sperme. Donc, de se faire dire, tu peux avoir des rapports avec ton mari, bon, ben, c'était insultant non seulement parce qu'ils sont lesbiennes, mais aussi parce que ça veut dire que la personne n'a pas consulté le dossier avant le rendez-vous. On a un autre couple lesbien cisgenre ici qui dit, l'autre fois, le secrétaire a dit, bon, Jeanne, qui est sa partenaire, est clairement à côté de moi, puis pour planifier l'information, elle demande si c'est un échantillon du donneur ou c'est son échantillon. Jeanne a répondu, ça va être vraiment dur pour moi de produire un échantillon. C'était absurde, donc un peu comme Stéphanie t'a mentionné. Donc voilà, c'est ce qu'on aurait pour les protocoles pas adaptés. Je ne sais pas, Stéphanie, s'il y avait autre chose qui te revenait en d'autres éléments. Ben, c'était par rapport, parce que oui, il y a l'aspect, on est interchangeable, donc les deux pourraient porter la structure pour le faire, mais dans notre expérience, moi, c'était surtout de me sentir invisibilisée, là. C'était vraiment le pas, j'étais une plante verte dans la pièce, j'étais tout le temps l'amie, on dirait qu'il, même si on disait non, je suis la conjointe, il laissait rentrer avec une petite irritation. C'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça qu'on le ressentait pareil. Puis il y a certains tests, parce que là, on est aussi éventuellement en processus pour un deuxième. Donc, on a commencé certains tests. Il y a des tests qui ont été faits pendant, on va l'appeler round 1, là, il y a quelques années. Qu'on m'a laissé rentrer dans la pièce, mais là, il y a un test qui est un test qui est très douloureux pour ma partenaire qui a été fait. Un test aussi qui a été fait dans un contexte où le choix, que ça c'est une autre affaire de formulaire, notre choix de façon par rapport à l'insémination, on n'avait pas besoin de faire ce test-là si il nous avait écouté et compris qu'on faisait, mettons, du in vitro. Donc, c'était un test qui était non nécessaire. C'est un test douloureux qui a été imposé. Donc, ça, c'est une autre affaire. Mais ma copine est en train de se diriger vers la pièce, je l'accompagne et on me stoppe et on me dit non, il n'y a pas d'invité pour le test très douloureux. Genre, mais je suis la conjointe, j'accompagne ma copine. Non, vous venez pas dans la salle. T'sais. Donc, ma copine a subi ce test très douloureux, complètement inutile, pour absolument rien sans moi. Donc, ça, c'était vraiment. Ça, c'est récent, ça, c'est comme il y a quelques mois. Donc, c'est ça. Donc, il y a certains trucs comme ça par rapport à se faire interchanger aussi. Dans la deuxième phase de la première fois, on est allé en in vitro et on a utilisé mes ovules. Ça, c'est quelque chose, on va en reparler plus tard, là, Claudia, si je ne me trompe pas. Mais On va parler maintenant. on va en parler maintenant. OK, parfait. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle la ROPA. Donc, on a utilisé mes ovules, donc mes ovules à moi qui ont été pris de moi et c'est ma partenaire qui les a portés. Donc, et ça, c'est une façon de faire que jamais la clinique nous a proposé. Donc, c'est par une amie qui a fait ça qu'on dit, ah, c'est une option. Puis après plusieurs échecs d'insémination intra-utérin avec ma copine, elle était à bout de souffle, elle n'en pouvait plus. Donc, c'est en pensant à cette amie-là qu'on s'est dit, ah ben, on pourrait peut-être faire ça. Puis c'est moi qui ai pris la charge de produire les ovules. Donc, ça, ça n'a pas été proposé. Donc, ça, on sépare comme connaissance externe. Puis c'est parce qu'on a un réseau, puis des contacts, puis des connaissances qu'on a eu accès à ça, mais ce n'est pas la clinique spécialisée qui nous l'a proposé. Donc, ça, on aurait quand même ça, avoir des options. Puis quand on a fait, pour revenir au sujet juste avant, donc, moi, j'ai fait mon don, on appelle ça don d'embryon, d'ovule et évidemment d'embryon. Toutes les inséminations, donc toutes les implantations, dans le fond, des embryons, par la suite, ils assumaient que c'était les siens. Donc, ça aussi, même si c'est très clair dans le dossier, ça aussi, j'étais la plante verte en arrière qui a zéro participé au processus. Et puis, donc, c'est zéro. Puis, il lisait le truc, puis, oui, c'est vous, c'est vrai. Ah, OK. Puis là, il catchait, mais c'était pas. C'était d'assumer toujours que, aussi, dans mon couple, moi, j'ai une présentation plus masculine, puis ma copine, une présentation plus féminine. Je me demande si c'est des questions, là, je ne veux pas assumer que les gens sont mal intentionnés ou quoi que ce soit, mais est-ce que, en pensant que ma copine de présentation féminine, c'est plus évident pour eux qu'elle participe biologiquement à la création de cet enfant-là, puis moi, puis ma présentation plus masculine, ben, non, probablement elle ne veut pas. C'est les questions que je me pose. Après ça, c'est ça, j'étais très invisibilisée. Puis dans un parcours comme ça, je peux imaginer que d'autres couples comme ça se sont fait invisibiliser. Le partenaire qui ne porte pas. Pourtant, mettons un couple cis hétéro,
qui se présente en clinique, le partenaire qui s'identifie comme un homme et qui peut produire des spermatozoïdes, je veux dire, il ne se fait pas nécessairement invisibiliser vu qu'il participe activement. C'est comme dans la conscience qui participe au projet à ce niveau-là. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était clairement débalancé. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, on va poursuivre avec les autres résultats qui sont ressortis. Donc, les enjeux de recourir aux dons de sperme. Donc, c'est un processus qui est nécessairement déterminant pour la plupart des personnes LGBTQ+, qui doivent consulter en PMA. Donc, elles ont besoin de matériel génétique extérieur. Et là, on a une citation qui le dit vraiment très bien. Les personnes qui disent « L'accès au sperme, c'est majeur pour les lesbiennes. En clinique de fertilité, l'accès au sperme, ça structure ton projet parental au complet. Ton projet parental est bâti sur ta capacité à obtenir du sperme, puis ça, c'est vraiment pas évident. Donc, les personnes mentionnent à quel point c'est des recherches qui peuvent être complexes, qui peuvent être éprouvantes, donc c'est pas toujours facile de se démêler dans les différentes banques, de comprendre les différents processus, qu'est-ce qui est mieux. Il y a une limite de disponibilité aussi. Il faut dire que nous aussi, dans notre échantillon, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça pendant la COVID. Donc, je pense que ce qu'ils appelait la pénurie de sperme était accentué aussi pendant la COVID. Donc, c'était pas toujours facile d'aller chercher les donneurs qui voulaient, selon les critères qu'ils voulaient. Donc, parfois, il y avait vraiment des enjeux de disponibilité du sperme, ce qui retardait aussi le processus souvent. Et certaines personnes se sont plaintes que le don dirigé était peu accessible. Donc, il y a certaines personnes qui auraient aimé, pas nécessairement aller chercher un don de sperme de donneur anonyme dans une banque, mais qui auraient aimé aller en clinique avec soit une personne de leur entourage ou une personne qui aurait trouvé sur Internet, mais qui voudrait quand même faire le processus en clinique. C'est une option qui existe dans certaines cliniques. Mais la plupart, en fait, il n'y a personne dans notre échantillon qui a pu utiliser ça. Donc, celles qui avaient voulu avoir cette démarche-là se sont faites refuser par les cliniques. Donc là, j'enchaînerai sur la prochaine. Ensuite, la rencontre psychosociale, ça, c'est vraiment ressorti comme quelque chose de fort dans nos résultats. Donc, c'est la rencontre qui est généralement obligatoire, qui est demandée pas par la loi, mais par les cliniques pour poursuivre le processus. Donc, en début de processus, on demande cette étape-là. C'est une rencontre dans laquelle on aborde différents enjeux, comme par exemple les enjeux liés au recours de gamètes. Certaines personnes l'ont trouvé soutenante, donc ils disaient que ça les avait aidés, par exemple, à faire leur choix de donneur. Ils avaient pu aborder certains éléments qui étaient soutenants. Mais souvent, en fait, pour la majorité des personnes dans notre échantillon, c'est une rencontre qui a été mal vécue. Donc, en partant, il y a beaucoup d'appréhension. Les gens, ils sont très stressés de faire cette rencontre-là. Ils la voient comme une forme d'évaluation pour être capable d'accéder à la parentalité. Donc, il le voit vraiment comme une évaluation qu'il faut passer pour réussir à avoir accès au service de PMA. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est comme ça que les personnes le ressentent. Ça leur fait vivre souvent un sentiment d'injustice par rapport aux couples hétéro-cisgenres. C'est-à-dire, il y a des couples hétéro-cisgenres qui vont devoir avoir recours à des gamètes, donc eux aussi, ils doivent passer par la rencontre psychosociale. Mais dans le cas de personnes LGBTQ+, ben, c'est beaucoup plus fréquent parce que c'est des personnes qui ont nécessairement besoin de matériel extérieur au couple, matériel génétique, pardon. Et il y a certains contenus qui n'étaient pas adéquats selon... donc, les gens, par exemple, ils disaient que, bon, ben, c'est pour faire le deuil. Quand c'est un couple hétéro cisgenre, bon, ben, si on va chercher un don de sperme, c'est parce que le sperme du conjoint ne fonctionne pas, donc il faut aller chercher un donneur. Donc là, il y a un deuil de faire que les deux ne seront pas biologiquement liés à l'enfant, etc. Et les couples, par exemple, un couple cisgenre lesbien va dire, bien, évidemment que notre deuil est fait de ne pas être tous les deux parents biologiques, donc ça ne s'applique pas à nous, ce truc-là. Donc, il y avait des trucs comme ça. On a une citation qui dit « J'ai trouvé que c'était très porté sur le jugement de est-ce qu'on est qualifié pour être des bons parents? » Donc, évidemment que notre deuil est fait. J'ai trouvé que cette étape-là n'était pas nécessaire, était même dégradante d'un certain côté. Et là, Stéphanie, je pense que toi aussi, la rencontre psychosociale, pour vous, ça a été quelque chose, ça a été une grosse étape? Oui, définitivement, tout ce que tu as dit, là, on se retrouve là-dedans. C'est ça, c'était encore une fois un peu, je pense que ça provient de la peur de se faire retirer quelque chose qui est vraiment difficile d'accès et on a besoin de ces cliniques-là pour être capable d'accomplir notre projet parental. Donc, quand on voit la rencontre avec le
psychologue, parce que c'est une psychologue. On se sent vraiment évalué, même si on essaie de se rappeler psychologiquement, on le rationalise en disant c'est une rencontre obligatoire, tout le monde le fait. On a quand même l'impression de se faire psychanalyser, évaluer. Puis c'est comme la citation, là, c'est vraiment, c'est ça. Notre deuil, il est fait la seconde qu'on a fait notre coming out ou qu'on le sait, qu'on commence notre projet parental avec notre partenaire et on a besoin d'une clinique. Le deuil est déjà complété depuis bien longtemps. C'est pas la même. Encore une fois, c'est une mesure hétérocis normative. Après ça, c'est comment nous, ça s'est déroulé. Donc, on était avec la psychologue de la clinique et l'heure de la rencontre qu'on paye d'ailleurs, c'est une rencontre qui est payante dans le processus, c'était de psychanalyser pourquoi moi, je ne voulais pas porter. Donc, et puis c'était des questions intrusives et insistantes, puis qu'on s'était présenté en nous disant, ah, c'est quoi votre projet parental? Ah, ben ma copine va porter, et puis ben c'est ça, je suis très heureuse avec ça. Mais puis je m'attendais quand même à avoir aussi, parce qu'on nous parlait que c'était ça, puis je pense que ça l'a été pour certaines personnes, des informations, des pistes de réflexion autres que ce qu'on avait déjà réfléchi depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, c'est des pistes qu'on s'attendait. Finalement, ça a été l'heure sur me psychanalyser, puis en mettant énormément l'accent sur pourquoi je ne veux pas porter, c'est quoi que s'est passé dans mon enfance, c'est tout ça. Fait que, puis j'étais comme, mais pourquoi toute cette pression et cette attention sur moi qui ne veux pas porter? Puis ça a toujours été clair depuis que je suis enfant que je veux des enfants, mais je ne veux pas les porter. Puis donc, puis que je me retrouve dans un projet avec quelqu'un qui a toujours voulu porter, donc il n'y en a vraiment pas de problème, on s'entend. Donc, cette insistance-là, à un moment donné, je répondais poliment, poliment, puis à un moment donné, ça a commencé à me fâcher parce que c'est tellement insistant. J'ai dit, écoutez, vous représentez l'autorité et la connaissance et par rapport à toute la psychologie entourant la fertilité, l'infertilité, puis aussi juste comme la procréation assistée. En passant autant de temps sur me psychanalyser pour comprendre pourquoi je ne veux pas porter, vous renforcez la conception généralisée qu'une personne assignée femme qui ne veut pas porter a un problème. Et puis ça, c'est vraiment problématique. Puis ça l'a coupé tout de suite, puis elle essayait elle s'enfargeait, puis elle a changé un peu de sujet, mais elle n'avait pas compris l'impact que son insistance avait. Puis ça m'a vraiment, vraiment choquée. J'ai fait une plainte à son supérieur parce que j'étais comme cette personne-là. Là, elle est tombée sur moi, j'ai réussi à dire quelque chose, mais après ça, combien de personnes vont recevoir le même traitement? Puis aussi, c'est ça, on était au tout début, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'appréhension, mais ça a bien, avec le document sur les tests pour monsieur, j'étais comme, mais dans quoi on est en train de s'embarquer? C'est comme une suite infinie d'oppression qui continue, puis on gardait l'objectif en tête, mais ça n'a vraiment pas été facile, ça a été vraiment, vraiment frustrant, puis ma copine qui voyait ça aller, qui était comme, on peut-tu parler de moi? Ça a été vraiment négatif pour nous, cette rencontre-là. Donc, comme beaucoup de personnes. Après, c'est super qu'il y ait d'autres personnes qui l'aient bien vécu, que ça les a aidés, mais ça n'a pas du tout été notre cas. Merci Stéphanie. Puis ce que j'entends aussi dans ce que tu racontes, c'est que les personnes, probablement que la personne qui a fait la rencontre psychosociale est peut-être un petit peu débordée du but initial de la rencontre, là. Peut-être Kevin, tu peux expliquer une question dans le chat. Ouais, c'est ça. Je pense que Suzy qui mentionnait dans le clavardage, qui se pose la question sur le but officiel de cette rencontre-là, hein. Ben, c'est une rencontre qui est proposée en fait dans un processus quand on a recours à une tierce personne, donc un don de sperme, don de vulve, don d'embryon, par exemple, pour explorer toutes les possibilités, puis voir un peu ben, le projet parental s'inscrit dans quelle trajectoire. Explorer également la question de ça résonne comment chez les personnes, si c'est lié par exemple à l'infertilité, quand c'est un couple de même genre. Bon, bref, il y a différentes pratiques qui peuvent être observées dans les cliniques. C'est assez variable, on a l'impression, un peu par rapport à tout ça à l'échelle provinciale. Puis c'est aussi tout un volet par rapport aux origines des enfants. Donc, outiller, réfléchir ensemble sur comment vous allez en parler. Est-ce que vous souhaitez en parler à l'enfant plus tard, les circonstances entourant sa conception, de quelle manière, avez-vous des pistes, des outils, vous en voici. Donc, c'est vraiment l'idée d'outiller, hein. Ça peut être un espace là, pour ça dans certains moments là, par rapport à pouvoir parler un peu du projet, comment on se projette également dans l'avenir, puis comment on fait sens de ça au sein du couple, quand c'est le cas, ou si c'est une mère solo également. Donc, c'est différentes configurations qui peuvent être possibles. Ça réfère en fait aux standards de soins canadiens dans la procréation médicalement assistée à l'aide d'une tierce personne.
grosso modo, si je le résume, mais il y a une certaine variabilité auprès des pratiques psychosociales dans le domaine. Puis peut-être que dans les pratiques inclusives, tantôt, dans les périodes d'échange, on va avoir peut-être l'occasion d'échanger ensemble. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui représentent des cliniques aujourd'hui. Ils ont peut-être des genres de propos également complémentaires à ajouter, leur point de vue comme professionnel. Ce serait intéressant de partager ça puis d'échanger ensemble lors de la période de questions et d'échanges, discussions. Tout à fait. Donc, on va J'ai un poursuivre. point, pardon, j'ai un point à rajouter là-dessus aussi, c'est que les cliniques, donc ils vont avoir cette rencontre psychosociale-là. Je trouve qu'il y a un trou qui devrait être rempli au niveau de l'utilisation de ces professionnels-là. C'est aussi d'avoir un suivi psychosocial à travers le processus, ça serait vraiment, vraiment apprécié parce que c'est un processus qui est difficile pour tout le monde. Puis on en aurait eu besoin à un certain point. On les a contactés parce que ça commençait à être vraiment, vraiment difficile avec, j'ai pas une étang, mais des fausses couches puis des choses comme ça à répétition. Une rencontre, juste avoir un support psychosocial, ça aurait été extrêmement apprécié. Puis on s'est dit, ah, mais eux, ils en ont une psychologue, on va la contacter. Puis elle était zéro disponible, c'était pas du tout dans leur mandat, en fait. Mais ça, c'est vraiment un trou qui devrait être rempli par un intervenant, un professionnel, accompagner ces gens-là qui en ont besoin. Après ça, il y en a peut-être qui ne veulent pas ces services-là, mais ceux qui en ont besoin, au moins d'avoir accès à quelqu'un qui est en situation de crise ou qui a de la misère à fonctionner, là. Donc, ça aurait été super apprécié. Tout à fait. Merci Stéphanie. Donc, on va terminer la présentation des résultats avec les différentes stratégies d'adaptation qui ont été déployées par les personnes. Donc, il y a des stratégies générales, donc qui ne sont pas nécessairement liées aux populations LGBTQ+, mais qui sont liées à comment passer à travers le processus de PMA de façon générale. Donc, s'informer, pas nécessairement juste auprès des professionnels de la santé, mais s'informer un peu partout, aller chercher des informations complémentaires, de s'inscrire sur les listes d'attente de plusieurs cliniques pour essayer de faire accélérer les choses, de suivre de près le dossier pour éviter les erreurs, éviter aussi les délais qui peuvent s'en suivre, d'altérer certaines informations dans la rencontre psychosociale. Donc, par peur de se faire refuser l'accès à la PMA, il y a certaines personnes, des fois, qui vont cacher certaines informations, que ce soit en lien avec leur santé, que ce soit en lien avec, je ne sais pas moi, le support social donc, qu'ils peuvent avoir. Donc, ça, c'est une stratégie que certaines personnes ont mise en place. De faire des pauses dans le processus ou encore de reporter d'autres projets comme l'achat d'une maison, par exemple, pour financer la PMA. De se préparer mentalement. Donc, après être allé chercher les informations, les gens ont vu que c'était un processus qui pouvait être lourd, qui pouvait être difficile. Donc, vraiment de s'y préparer mentalement, d'utiliser l'humour, l'acceptation, de se concentrer sur l'objectif final de concevoir un enfant, comme Stéphanie l'a mentionné, d'élargir les critères pour la sélection des individus donneurs, parce que parfois, il n'y avait pas, les critères qu'ils voulaient, donc il fallait qu'ils changent. Et finalement, ben, d'envisager d'autres alternatives à la PMA. De se dire, ben, c'est peut-être trop difficile, c'est peut-être trop long, c'est peut-être trop lourd. On va envisager d'autres alternatives, soit en parallèle, ou on arrête la PMA et on envisage d'autres alternatives pour avoir notre enfant. Et il y avait finalement des stratégies spécifiquement pour faire face à l'hétérocisnormativité. Donc, de réaffirmer son orientation sexuelle ou encore son identité de genre, parfois à plusieurs reprises, à plusieurs professionnels. De demander des explications pour mieux comprendre les protocoles qui se faisaient donner, comprendre leur pertinence. Encore de solliciter le soutien des personnes LGBTQ+, qui ont eu un parcours en PMA, donc que ce soit à travers leur réseau social, à travers des groupes Facebook, à travers les activités de la coalition des familles LGBT, etc. Et encore une fois, ben, si jamais le protocole se trouve, pas nécessairement le protocole, mais le processus s'avère trop hétéro-cis-normatif, ben, d'envisager encore là d'autres alternatives à la PMA. Donc, rapidement, Stéphanie, est-ce que tu avais d'autres stratégies que tu n'avais pas mentionnées encore jusqu'à maintenant, que vous avez déployées dans votre processus? Oui, ben nous, ça a été vraiment se focusser sur le but final. C'était un petit peu de comme boucher le nez, puis juste sauter, puis juste comme d'encaisser toutes les choses négatives. Puis l'adversité aussi, nous, on était dans un processus où ça a été très long pour des raisons qu'on ignore. Donc, ça a pris énormément. Puis ça, c'est juste la vie, la nature. On n'a aucun. C'est dur, ça peut être dur pour tout le monde, ça peut être facile aussi, mais pour nous, ça a été difficile au niveau de, oui, l'expérience d'un couple queer dans le système, mais aussi physiquement, ça ne fonctionnait pas. Ça a été très long, très difficile. Nous, c'est ça a été aussi au niveau comme. Parce on est tombé dans une espèce de trou au niveau juridique. On a dû payer pour absolument tout, quasiment. Donc, puis avec plusieurs, avec l'in vitro qui coûtait très cher et toutes ces choses-là. Donc,
On a révisé notre budget, on focusait, en fait, notre vie a été focusée là-dessus pendant plus de 3 ans, là, juste à voir. Donc, ça a été, mais c'est vraiment de se garder les yeux sur le but. C'est ça qui nous a fait continuer. Mais on a trouvé ça très difficile. On a toutes les deux été en arrêt de travail pendant quelques mois, en dépression, toute le kit. Donc, ça a été très difficile. Mais on a notre beau bébé, fait que ça va. Donc, je repasse la parole à Kevin pour la suite. Pour les dernières minutes, en fait, on avait le goût aussi, bon, bien sûr, dans l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, on a braqué un peu notre attention sur les obstacles, les enjeux vécus, restitués par les personnes concernées dans le parcours de soins. Ça brosse un portrait quand même de différentes difficultés, différentes inégalités, des formes de discrimination qui ont été vécues, rapportées dans le cadre de l'étude. Donc, ça brosse un portrait quand même assez difficile à recevoir, à accueillir. Il y a d'autres aspects du projet, hein. C'était un projet plus large, mais on voulait aussi montrer, ben, pouvoir réfléchir ensemble, collectivement, à des pratiques inclusives qui émanent à la fois de la littérature, donc les écrits scientifiques qui ont été recensés dans le cadre du projet, qui existent également au Québec puis ailleurs dans le monde, mais également aussi les idées, les pratiques également qui ont bien fonctionné dans les parcours de soins pour certaines personnes qu'on a rencontrées. Donc, il y avait des gens qui disaient, ben moi, dans ma clinique, ou avec tel professionnel, ça s'est bien passé pour telle raison. Donc, ça permet également de mettre en lumière des choses qui avaient été appréciées, des pratiques prometteuses qui peuvent peut-être inspirer des pratiques inclusives pour travailler l'inclusion puis le bien-être des personnes concernées dans les établissements de soins. Je vous en propose 3 blocs en rafale, un peu brièvement, pour mettre la table un petit peu sur les discussions qu'on voudrait avoir avec vous pour les prochaines minutes pour conclure le webinaire. Donc, il y avait le premier bloc, en fait, c'était de créer des espaces physiques et virtuels représentatifs dans lesquels les questions, les réalités des couples de même genre, par exemple, des personnes LGBTQ+, peuvent être représentées par des photos, par exemple. Il y a entre autres, pour l'aménagement des lieux, il y a des personnes qui nous disaient, ben, dans certaines cliniques, là, dans la salle d'attente, il y a plein d'images de couples, de personnes, puis on voit qu'il y a une diversité, par exemple, corporelle, diversité de couleur de peau, de composition conjugale. Donc, ça, c'est quelque chose que, ben, dès qu'on met les pieds dans cet établissement-là, dans cet espace-là, on se dit, j'ai ma place. Donc, c'est peut-être quelque chose en termes qui peut être travaillé en termes de représentation, d'accès. On peut être exposé à certains modèles conjugaux et familiaux. Publicité et communication, ben, dans la même foulée, en fait, ça peut être à la fois les dépliants qui sont offerts, mais également les sites web des organisations, des cliniques, des établissements de soins peuvent également mentionner leur ouverture à la communauté LGBTQ+, avec, par exemple, un petit logo, une prise de position par rapport à une posture d'allié que l'équipe, puis la formation qui a été octroyée, qui a été suivie par le personnel, par exemple, ben ça donne également, puis ça construit un sentiment de confiance pour la patientèle LGBTQ+, qui se présente dans les services. Toilettes également, puis produits d'hygiène, ben, c'est rendre accessible, puis pas nécessairement toujours avec le pictogramme consacré de l'homme et la femme, la petite jupe, puis là, ce qu'on remarque beaucoup, mais ça reste très binaire aussi dans la façon de le représenter, tandis que maintenant, il y a plein d'outils qui existent, visuels, graphiques, qui sont utilisés dans certains établissements pour, par exemple, dépeindre un peu le matériel qui est disposé dans la salle, par exemple. Est-ce que c'est un lavabo? Est-ce que c'est une urinoir, une toilette? Donc ça te permet également de montrer ben, de quoi j'ai besoin selon ma réalité corporelle. Et donc, je peux peut-être me tourner vers la salle qui va correspondre à ce que j'ai besoin pour ça. Donc, si c'est possible, donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent être également mises en place, qui peuvent être appréciées également pour les personnes. L'autre volet, c'est ben, la question de communiquer. Comment on rentre en relation par la communication pour montrer son ouverture. L'utilisation des prénoms, pronoms et les titres également, ben, vérifier également assez rapidement dans la discussion sur ben, comment on interpelle les gens. Également, ce qui était suggéré par les personnes qu'on a rencontrées, ben, ça peut être bien de quand les professionnels eux-mêmes, elles-mêmes cassent la glace. En le faisant également pour soi, par exemple, ben, bonjour, je m'appelle Kevin, j'utilise le pronom il. Euh, donc là, vous me présentez, vous êtes devant moi, à qui je m'adresse. Donc là, rapidement, ça ouvre la discussion sur ben, vous êtes qui en termes de vous êtes ici pourquoi et est-ce que vous êtes un couple, est-ce que c'est une personne accompagnée d'une personne significative. Donc, ça permet de se situer également puis d'ouvrir la porte pour créer un sentiment d'ouverture, de confiance également pour pouvoir après ça construire l'alliance thérapeutique pour la suite du processus. Présentation également et référence, là, bon, pour voir également ben, dans comment on collige l'information. Ça renvoie également à la question des dossiers, des formulaires. Donc, comment on collige l'information, puis également comment l'information circule pour éviter également que les personnes aient à se répéter continuellement. Éviter également le mésanrage, par exemple, qui a été évoqué par Claudia puis Stéphanie précédemment. Donc, ça, avoir au sein de l'équipe
Une méthode, un protocole à l'interne pour comment on procède dans notre façon de faire à l'interne. Ça également, il y a des personnes qui nous restituaient que dans certains milieux, on voyait que c'était plus rodé. C'était plus, ils avaient pensé un peu à leur affaire dès le départ, dès le guichet d'accès, le site web également, même le téléphone, le secrétariat, la suite, l'infirmière clinicienne qui fait, par exemple, le triage, les premières séances, le médecin, les personnes, le personnel, psychologue, travailleur social. Donc, il y a une forme d'information qui circule également, puis colliger l'information au-delà aussi des documents légaux. Donc, comment la personne est à l'aise et souhaite comment on la reconnaisse, puis on l'interpelle dans nos différentes communications. Également, la question de l'identité parentale, avoir le soin également de vérifier, c'est pas parce qu'une personne est une personne cisgenre, une femme cisgenre, souhaite avoir nécessairement un rôle comme mère ou comme maman. Parfois, il y a des gens qui vont préférer, par exemple, le terme de parent. Donc, ça également, ça peut être le genre de choses à valider assez rapidement dans le processus. Ben, pour vous, quand vous vous projetez, quel type de rôle, quel mot va correspondre pour vous, qui va faire sens pour vous? Quand vous pensez à ça, là, quel mot qui colle pour vous, votre réalité? Ben, ça, c'est le genre de choses qu'on peut venir valider également dans les premiers échanges avec les personnes avec qui on interagit. Faire également attention à la terminologie liée au corps, particulièrement pour les personnes trans et non-binaires, qui peut parfois les réassigner dans leur genre assigné à la naissance, qui peut les rendre inconfortables, voire créer une certaine détresse. Par exemple, plutôt que parler de poitrine, de sein, par exemple, ben, focuser sur les seins, ben, dire ben, la poitrine. Donc, on peut faire référence à la région du corps également. Donc, valider certaines affaires par rapport à ça. Puis terminant, en termes de communication, aussi quelque chose qui peut être souligné, c'est de, si jamais on se trompe, parce que ça, c'est souvent quelque chose que j'entends aussi lorsque je fais de la formation sur les questions de diversité sexuelle et de genre, je dis, ben là, il y a tellement de lexique qui est long, l'acronyme, j'ai peur, puis là, ça me bloque, je me sens figé, j'ai de la difficulté à créer cette interaction-là harmonieuse, être à l'écoute des besoins des personnes, parce que je me sens pogné. Ben, c'est l'idée de créer cette ouverture-là dont j'ai parlé, mais également un peu dire, ben, si on a une erreur, on s'empête, on est maladroit, maladroite, on peut simplement s'excuser tout simplement, puis dire, regardez, je me rends compte, là, j'ai gaffé, c'est peut-être pas le bon mot c'est pas le bon mot que vous utilisez. Qu'est-ce qui serait préférable dans votre situation? Parfait, je le note. Puis là, on le prend comme professionnel, on le prend sur soi, puis dire, OK, c'est bon, je l'intègre, puis on peut le travailler un petit peu, puis faire, pour, entre autres, éviter de mégenrer une personne, par exemple. Ça peut être quelque chose à retenir pour éviter ce genre de situation-là. Puis finalement, dernier bloc un peu de pratique inclusive qu'on avait le goût de vous partager aujourd'hui, la question de favoriser un climat accueillant lors des rendez-vous. Ça renvoie vraiment à l'idée que moi, je me plais bien à utiliser l'expression de travailler l'inclusion. C'est un mode d'action, hein. Ce n'est pas juste un statut de je suis ou non inclusif ou inclusive, c'est davantage une posture, une façon d'être, une façon de faire, une façon de travailler également. Bien, ça renvoie directement à différents éléments qui ont ponctué les parcours de soins, à la fois des personnes participantes de l'étude, mais également du témoignage de Stéphanie. Bien, c'est d'éviter, d'entre autres, de présumer qui portera l'enfant. Au-delà également de l'expression de genre, de comment la personne se présente, ça peut, là, des fois, on fait des raccourcis en disant ben, la personne la plus féminine dans le couple, hein, par exemple, avec ce mot-là hétéronormatif, ça ne colle pas toujours à toutes les réalités des personnes qu'on rencontre. Ça peut être également prendre le soin de contextualiser puis d'expliquer les actes médicaux qu'on procède, parce que parfois, c'est le protocole, mais il y a des raisons pour ça, bien sûr. Également, ça renvoie également à la rencontre psychosociale. Donc, bien sûr, il y a des aspects quand même importants. Parfois, c'est que c'est de l'ignorance. Les gens ne le savent pas nécessairement dans quoi ils s'embarquent. C'est quelque chose c'est parfois des soins très spécialisés. C'est pas être compliqué, technique. Donc, parfois, c'est de dire, ben, regardez, il va y avoir tel type de soins, tel type de service. Ben, voici grosso modo, ça correspond à tel aspect. On va aller chercher telle information. Pour ce volet-ci, c'est autre chose. Il y a des personnes qui nous restituaient, qui nous rapportaient, entre autres dans certaines cliniques, ben, c'était beaucoup, entre autres, le travail, par exemple, d'une infirmière clinicienne qui avait ce rôle-là un peu de vulgariser le processus, de prendre un peu plus par la main les personnes, puis les accompagner, d'être une personne référence. Ça, c'était quelque chose qui était très apprécié dans certaines cliniques. Également, tout l'aspect psychosocial, ben, ça, c'est le rôle des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont là, de souvent de désamorcer un peu cette pression-là de vouloir performer une parentalité future, ce qui n'est pas toujours, ce qui n'est pas le cas en fait dans la rencontre psychosociale. Donc ça également, ça peut être apprécié de juste rapidement pouvoir situer, de mieux cadrer l'objectif de la rencontre, puis souvent désamorcer au passage les idées reçues, la pression, une méconnaissance du processus. Donc, ça également, ça va être quelque chose qui peut être apprécié de prendre ce soin-là, de dire, ben voici mon rôle, voici qu'est-ce que je propose.
pourquoi on le fait comme ça réfère à quoi, c'est quoi les standards de soins. Ça permet de situer un peu tout ça, puis comment les professionnels se basent pour proposer certaines pratiques pour la suite du processus. Connaître également puis inclure le réseau de soutien, entre autres lorsque les personnes ont un réseau pas toujours lié à la famille d'origine. Ça peut être également, dites, la famille choisie, les personnes significatives qui gravitent autour des personnes. Ça également, ça peut être une source de soutien très importante pour les personnes, puis voir un peu comment on peut faire de la place, puis l'avoir en tête dans notre évaluation de la situation du dossier concerné, de voir un peu qui les entoure, au-delà du lien de sang, par exemple, puis également être en mesure de valoriser, puis mettre en lien les personnes avec les ressources communautaires, par exemple. Respecter finalement, je poursuis, respecter la vie privée également. Donc, c'est se questionner entre autres sur, par exemple, pour une personne trans et non-binaire, si on pose des questions, est-ce qu'il y a un objectif clinique, un objectif médical, ou c'est plus c'est de la curiosité? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours creuser certains aspects? Stéphanie l'a évoqué aussi par rapport à la question de est-ce que je veux porter ou non? Est-ce que c'est vraiment pertinent? On peut se questionner, puis donc ça pose également l'enjeu puis le besoin, je pense, comme professionnel, de faire preuve de réflexivité. Dans ma pratique, je pose des questions, qu'est-ce que j'ai besoin comme collecte d'informations? Pourquoi? Comment je peux m'y prendre? Puis, est-ce que c'est toujours nécessaire? Parce que certaines personnes peuvent se sentir heurtées, pardon, pour certaines questions qui peuvent être perçues comme de façon intrusive. Donc, c'est aussi de la question de vulgariser, puis d'expliquer pourquoi on le fait, si c'est nécessaire. Donc, j'ai déjà parlé de la rencontre psychosociale. Parfois, c'est surtout, je pense, le besoin de désamorcer, puis voir cet espace-là comme un espace d'outils, hein. C'est comme une boîte à outils qu'on vient chercher, qu'on peut venir réfléchir, puis c'est souvent réfléchir tout haut. Puis la professionnelle, la travailleuse sociale ou la psychologue, c'est souvent de voir comment ça résonne chez vous, comment je peux bien vous accompagner pour cette question-là qui peut être éprouvante, c'est une montagne russe, hein, les programmes le projet de PMA, c'est souvent qu'il y a une expression qui revient beaucoup, la fameuse montagne russe. C'est souvent le rôle en pratique psychosociale de devoir vous accompagner puis répondre à vos besoins puis pas vous sentir seul, puis pouvoir également vous mettre en lien avec certaines ressources. Donc, ça peut être toute une palette d'informations, mais quand on est tellement, les personnes sont focusées sur dire, je me fais évaluer, rapidement désamorcer ça puis de voir, regarde, je peux vous accompagner là-dedans, quels sont vos besoins, puis de voir un peu, prendre ce moment-là qui peut être très riche puis très soutenant par rapport à tout ça. Être à l'écoute des besoins de la patientèle, bien sûr, répondre à des besoins particuliers, justement pour cibler, est-ce que c'est la question des origines? Est-ce que c'est la question dans ce processus-là, la fécondation in vitro, je m'y perds, je perds mes mots, ça fait plus sens, comment naviguer là-dedans? Donc, tout repérer tout ça, puis bien situer les besoins. Puis, ne pas hésiter à référer les personnes à des organismes spécialisés, entre autres la Coalition des familles LGBT, qui est le partenaire du projet. Tous les ateliers pour les futurs parents, les groupes de soutien également qui ne sont pas à négliger, ne pas se sentir seul face à tout ce processus-là qui peut être vécu comme une forme d'adversité. La question de groupe de soutien, ça existe également. Les plateformes numériques également peut être un lieu également de pouvoir ventiler dans un parcours comme ça qui peut être éprouvant. Poser des questions. Donc, ça, c'est toujours un peu donc, c'est de mettre en lien puis briser particulièrement l'isolement des personnes. Je terminerai en vous soulignant en fait que le projet Accès, comme je vous disais, c'était plusieurs aspects. Aujourd'hui, on s'est concentré sur les objectifs, en termes d'objectifs, les obstacles, pardon, d'accès aux soins, mais également, il y avait d'autres aspects. Donc, ça va se retrouver dans le rapport de recherche qu'on est en train de finaliser, qui va être accessible également sur le site de la Coalition des familles, mais également de la chaire de recherche sur la procréation pour autrui, puis aussi mon centre de recherche, le GEFAR. On a également produit 2 recensions des écrits, donc l'état des connaissances scientifiques actuelles, un entre autres sur l'accès aux services et les facteurs qui influencent le processus de soins pour les personnes LGBTQ+. Puis également une deuxième recension qui a été soumise là, par rapport à les pratiques de dons de sperme en ligne à travers les différentes plateformes numériques, les enjeux de santé, les enjeux de consentement de soins. Bref, on a une recension qui fait un état de la situation, qui je pense qui peut permettre de s'outiller comme professionnel, entre autres pour les cliniques, puis également même pour les personnes concernées, d'avoir de l'information, parce qu'on a également développé des infographies vulgarisées pour restituer les résultats, les différents constats des recensions. Vous avez également à l'écran une image d'un guide de pratique inclusive à l'intention des cliniques de fertilité. Donc, un peu nos conclusions, entre autres, de pratique inclusive. On refait un retour sur les enjeux vécus, les expériences qui sont restituées dans la littérature, mais également dans notre étude. Puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux accompagner, pour répondre davantage aux besoins, puis assurer le bien-être ultimement des personnes qu'on rencontre en intervention ou dans les soins en PMA.
Et prochainement, on est en train de conclure un projet de capsule vidéo également dans lequel on retrace des différents témoignages de personnes concernées LGBTQ+, qui parlent de leur parcours, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, leurs idées, leurs aspirations, leurs rêves pour fonder une famille. Donc, ces différentes capsules, on en a 3 ou 4 qui vont être diffusées prochainement. Des courtes capsules qui vulgarisent bien, je pense, qui portent un portrait de différents aspects liés au parcours de soins en procréation médicalement assistée. Je terminerai en vous remerciant l'auditoire, les personnes internautes là, qui ont été connectées, qui nous ont entendus. On va encore avoir à peu près une quinzaine de minutes pour pouvoir échanger avec vous. Questions, réactions, commentaires, échanges. On va prendre un bon moment pour pouvoir poursuivre nos échanges. Mais si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à interpeller l'équipe de recherche. Là, vous avez les coordonnées, le courriel de Claudia, de moi-même également, de Isabelle Côté, la chercheuse principale du projet. N'hésitez pas à faire appel à nous pour pouvoir avoir de l'information complémentaire. Et ça va nous faire plaisir également de restituer les différents outils qui vont également se retrouver sur le site du CREMIS également. Ça va circuler dans différents espaces scientifiques et d'intervention, bien entendu. Donc, on s'arrête là-dessus, puis on pouvait procéder par la suite à la période d'échange.